qu'elle vient en mariage, selon les familles, vient avec une sorte de dot qu'elle apporte. C'est vrai que l'homme apporte une dot pour célébrer les fiançailles, mais la femme en venant se marier vient avec une part de dot. Elle vient d'avoir des terres que lui cède sa famille, n'est-ce pas? Mais tranquillisez-vous, ce n'est pas des terres qui vont rester indéfiniment chez les beaux-parents, parce que selon l'issue du mariage et tout, bon, ces terres retourneront un jour à la famille de la femme. Et elle vient avec même du bétail. Ses parents cisanons peuvent lui donner ou une chèvre, ou un porc, ou une génisse, pour que justement elle vienne avec cet animal pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, son futur couple et sa future maison. La session de bien évidemment, ici sans compter avec les résistances très déterminées des peuples souvent organisées par les femmes, des résistances qui vont être favorisées par un milieu géographique assez difficile, socio-culturel hérité des ancêtres. Il faut, pour comprendre toute la dimension du combat de Kouïto, rappeler que pendant la même période, dans la région chrétienne, en se disant, si on les a dans notre religion, on va les avoir dans notre système économique et culturel. Les résistances, voilà, notamment celles organisées par les femmes, étaient des résistances qui, la christianisation, donc qui voulait dire de façon domination coloniale, mais en même temps, il y avait les marabouts qui, eux, tentaient de s'introduire dans ce même monde pour convertir les mêmes populations à l'islam. Donc vous voyez que nous nous trouvons dans une situation où les peuples sont pris entre deux feux. Le feu de l'islamisation et le feu de la christianisation. C'est face à ces deux fronts. Et c'est pourquoi dans les chansons de Kouïto, vous entendrez souvent qu'elle parle des musulmans, et tout comme elle parle également de la présence européenne. Merci, donc vous voyez cette chanson, elle dit bien que elle fait corrompre le fait que les gens de Platou n'aient pas compris son message, parce que les gens de Platou pensaient qu'elle combattait les musulmans. Alors que, oui, des dilates, du Komanigano Mimoudjani, Mantefani du Morgima. Les valeurs culturelles, je vous ai cité ici des noms qui ont fait la fierté de l'Afrique, parce que quand on a parlé de Cléopâtre, quand on a parlé, et jusqu'à présent, inégalé, malgré tout ce qu'on a inventé au niveau de la science, au niveau de l'informatique. Par exemple, les pyramides demeurent encore un mystère quant aux bases de leur construction. Donc, les peuples qui ont inventé ces civilisations ne peuvent pas être considérées comme des peuples qui n'avaient rien inventé, qui n'avaient rien connu. Et Kouïto dit il faut préserver donc l'indépendance des peuples en leur apprenant leur culture, en leur apprenant leur tradition. Et c'est cela qui va nous permettre économiquement de sortir de la dépendance. Alors, donc je parlais de ce double attaque dont j'ai été victime de Mondiola. D'une part, la christianisation qui était là, du bluff. Il y a autant de noms de famille. C'est justement parce qu'après la défaite des troupes de Silla Kombo, beaucoup de ces guerriers sont restés. Et le Mondiola aimant intégrer les étrangers, immédiatement, quand quelqu'un est étranger et qu'il est intégré, on lui donnait des rizières et on lui donnait même un statut sacré, des responsabilités dans la société pour qu'il ne soit plus l'objet, n'est-ce pas, d'un rejet quelconque de la société. Alors donc, vous voyez que, voilà, ça il y a beaucoup de camarades, il y a beaucoup de Sadio, il y a même sur le maire, je ne dis pas ça pour eux. Hein? Mais c'est pour dire que... Voilà. Justement.
Voilà un peu le sens de la résistance qui s'est passée dans ce pays. Maintenant, dans la période qui va se situer entre les deux guerres, la résistance va être beaucoup plus marquée. Contre la France surtout, parce que justement, vous savez que pour faire face aux difficultés dans laquelle elle se trouvait, la France, au nom du code de l'indigénat, qui a été lui voté en 1914, la France va décider de lever pratiquement des troupes dans ce que l'on appelle la zone de la colonie. Et dans ces zones, donc la Casamance faisant partie de cette catégorie de population où il n'y avait pas de citoyens, mais c'était plutôt des indigènes. Des indigènes ont levé les troupes par force. On arrivait, on prenait tout le monde. Tous ceux qui étaient aptes à aller faire la guerre, on les prenait, sans demander de pardon. On a vu des villages qui ont fui complètement dépeuplés parce qu'on a pris toutes les forces vives, il ne restait que les vieillards qui sont partis. On a vu des vieux dans Élité qu'on a ligotés, mis au soleil, parce que justement, le fils qui devait être enrôlé a disparu dans la forêt, et on a dit qu'on ne détacherait pas le vieux tant que le fils ne venait pas. Alors, cela a été très mal reçu, très mal accepté par les populations. Parce que, vous savez, comme c'était la première fois que les gens allaient dans une guerre comme celle-là, ça ne signifie pas que les gens ne connaissaient pas la guerre, non, ils la connaissaient bien. Mais ce n'était pas le même type de guerre. Ils sont allés à une guerre qui n'était pas la leur, ils sont allés à une guerre où ceux qui se battaient avaient des armes qu'eux ne connaissaient certainement pas, et ils servaient, comme on les avait appelés, de chair à canon. Et il y a eu de très grosses pertes humaines pour la plupart des villages, n'est-ce pas, de Casamance. Et ces femmes, notamment plutôt, ont dit, il faut refuser qu'on prenne vos enfants pour aller à cette guerre-là. Cette guerre n'est pas votre guerre. Il faut refuser d'y aller. Alors, ensuite, la France, pour nourrir ces troupes-là, était obligée, ça vous l'a dit tantôt, de prendre le riz, réquisitionner le riz qui était également sacré, pour aller nourrir les troupes. Donc, le riz, mais également le bétail. Ils venaient, quand ils rencontraient un cochon, un bœuf et tout, ils prenaient tout. Donc, non seulement on prenait les hommes, mais on prenait en même temps toutes les productions, à telle enseigne que la conséquence, c'était le désarroi, c'était la paupérisation dans les villages. C'était une situation quand même assez particulière. À telle enseigne que Van Vollenhoven, un des gouverneurs de la colonie sénégalaise, en 1917, quand, après les fêtes que la France a subies, avec la France avait subi de gros revers avant 1917, avant qu'elle ne fasse partie des vainqueurs de 1918. Alors, il dit à la métropole, il dit, pour parler de la Casamance, et être hostile à un autre recrutement. Il dit, nous ne sommes pas les maîtres de la basse Casamance. Nous y sommes seulement tolérés. Les Diola viennent de nous prouver que leur obstination incoercible est aussi difficile à vaincre qu'une rébellion active. Nous sommes malheureusement à peu près désarmés devant ce genre de résistance. Ce n'est pas la peur des Blancs qui les fait agir de la sorte.
comme ils le disent, mais la volonté bien arrêtée de ne pas nous obéir. Et cela dure depuis 50, 60 ans. Ça, c'est Van Vollenhoven qui l'écrivait en 1917. Alors, imaginez donc la situation dans laquelle on se trouvait à ce moment pour un Français qui lui a pris le temps de connaître les populations, de sociologie, de réaction possible, pour déconseiller qu'il y ait d'autres recrutements. Malheureusement, la guerre se termine, on a d'abord continué à recruter, la guerre se termine, puis il y a eu la deuxième guerre, et on va revenir encore pour recruter. Alors, la Casamance va connaître, depuis cette période d'ailleurs, une nouvelle stratégie, et c'est en ce moment qu'on crée le cercle de Bignona. C'était le 20 novembre 1917 que le cercle de Bignona a été créé. Et après la création du cercle de Bignona, la première conséquence, c'est la création d'un canton des Djougouts. Tout de suite. Vous voyez donc, l'administration cherche à se rapprocher davantage des populations pour mieux les contenir. On crée le canton des Djougouts d'abord avec comme premier responsable Demba Soumaré de Bodé, puis ensuite on dit non, lui n'est pas un local, il faut prendre quelqu'un de local. On prend le C. Talibé, Ansoumana Diatta de Tandou, qui est donc chef de canton. Quelques 3-4 ans après, on transfère le cantonat, parce qu'avec Ansoumana, donc c'est Tandou qui devient le chef de canton. On transfère maintenant le cantonat à Bessir avec Alphand Bessir. Alphand gère le canton pendant 2 ans. On divise le canton en 2 parties, pour dire qu'il est trop grand pour être dirigé par une seule personne. Et on confie donc le nord à Alphand Bessir et le sud à Erikaken Sagnan de Afignan. Je disais donc que pendant les mêmes périodes, on crée d'autres cantons dans le Fogny, dans le Kanounaï, dans le Naran, n'est-ce pas? Donc le canton du Combo, le canton du Ciel, le canton des Naran, etc. Et à chaque canton, on nomme un chef. Mais cela n'empêche que lorsque, d'ailleurs, cela je pense ça a facilité un peu la tâche de Kouito, parce que du temps d'Ansoumana, le canton était à Tandou. Le chef de canton était à Tandou. Et elle était voisine pratiquement du chef de canton. Donc elle était limitée dans son action. Quand on a transféré le canton à Bessir, imaginez Bessir, c'était à combien de villages après? À peu près à 15-20 km de Tandou. Elle avait vraiment toute la latitude qu'il fallait de s'organiser avant que le grand-père de Marieto n'envoie ses forces de temps en temps pour contrôler ce qui se passe. Quand on a divisé également le canton à 2, l'autre chef se trouvait à Afignan, qui était également très loin de Tandou. Et les femmes de l'arrondissement, en fait, je parle du Djougou, des Djougou, de Djanki, de Kachak, de Bessir et autres, venaient chez Kouito, non pas parce qu'elles venaient trouver un chef politique, elles venaient d'abord parce qu'elles avaient des préoccupations religieuses, elles avaient des préoccupations sociales, elles avaient des préoccupations économiques. Le Dieu, la céleri, quelque part une femme dit, regroupons-nous, nous allons avoir la meilleure production de riz possible, nous allons avoir la protection de nos enfants, nous allons avoir des années pluvieuses, vos enfants seront en bonne santé, etc. Mais ces femmes, elles viennent répondre à Kouito. Mais imaginez bien que ça ne peut pas tranquilliser l'administration. Qui voulait un territoire où les gens acceptent tout, oui chef, oui capitaine, oui mon commandant. Ça pose des difficultés. Et c'est à ce moment que nous abordons l'avant-dernière partie de notre exposé, que j'ai intitulé Kouito et le mouvement de résistance socio-culturelle. Donc, Kouito est né à Tandou, probablement vers les années 1898-1899. Donc, c'est de façon tout au début des années 1900. Son père s'appelait Djokeno Diaka de Koudjoun. Sa mère s'appelait Sorok Sambou. C'est la famille de Salou Sambou parce que sa mère est de Edjamat. Et vous savez qu'à Edjamat, il y a des populations de Djonkessil, de Djobon, etc. Et puis la mère de Kouito vient de Edjamat. Elle s'appelle Sorok Sambou.